Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du spécial du gérant, le podcast où on parle de la business derrière l'humour, les médias et plus encore. Et là, mon Dieu, je me gâte, donc je vous gâte, mon invité, François Morancy. Bonjour les jeunes. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, très bien. François, écoute, on est allé à sous-écoute ensemble au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis pendant 2 heures et demie de temps, on a parlé beaucoup de notre parcours qu'on a commencé ensemble. C'est-à-dire que j'étais ton gérant pendant une dizaine d'années, peut-être même plus, en tout cas à peu près. Alors, si les gens sont intéressés à ça, parce que normalement, je commence mon podcast en parlant du parcours, en posant des questions sur... Les débuts. Ouais, tu vas pas m'apprendre grand-chose. Ça fait qu'on va commencer quand on a arrêté de travailler ensemble. Ça va durer 5 minutes. Bye! Non, ça, c'est habituellement le début. Mais écoute, tu as du stock à jaser grave. Ouais. C'est que commençons plutôt... Alors, les gens peuvent aller voir l'épisode de sous-écoute qu'on a fait. Commençons quand le lendemain, littéralement, qu'on ne travaille plus ensemble, tu rentres chez Encore. Donc, tu as signé chez Encore. Oui, en fait, j'avais toi comme gérant, j'avais Juste pour rire comme producteur. Ouais. Et là, je venais de finir une étape d'animation de talk show à TVA. Merci, bonsoir. Et puis là, tout a arrêté en même temps. Merci, bonsoir a arrêté. Puis nous deux, on a arrêté. Puis là, j'ai fait Juste pour rire. Dans le temps, c'était très chaotique. Oui. Ça l'a toujours été un peu, mais particulièrement ces années-là. Absolument. Là, j'ai fait, j'arrache le band-aid. Je repars, pas à zéro, mais je repars à 9. Oui. Donc, juste avec des nouvelles équipes, dans le fond. Des nouvelles équipes. Ouais. Mais je suis allé chez Encore où j'allais avoir l'agent et le producteur au même endroit, ce qui n'est pas toujours l'idéal, on peut en parler, mais c'est vrai. j'ai fait OK, Encore avait et encore aujourd'hui une très bonne réputation comme producteur d'humour. Ben oui. Puis je suis allé là, j'ai rencontré Richard Blot à l'époque, qui n'est plus là maintenant, et François Roson. Richard Blot arrivait de Juste pour rire. Il avait suivi François Roson quand il y avait eu la scission. Exactement. Entre Gilbert Ils avaient créé Encore lorsque Juste pour rire, post-Gilbert scandale. Son premier scandale. Oui, c'est ça. Avec dans le catalogue. Oui, c'est ça. Allez googler. Fait que tout ça pour dire que je suis arrivé là, puis on a fait une entente de 5 ans, pendant lesquels ça a roulé, mon gars, comme un fou. J'ai fait un show avec eux, mon 3e one-man show. J'ai vendu 140 000 tickets. Je suis retourné à Midi-Morancy. Ces années-là, je travaillais, c'était fou. Donc, j'étais à la radio à tous les jours, le midi. Je faisais au moins 4 shows par semaine. Parce que je faisais en plus des corpos beaucoup. Fait que radio 5 jours, corpo 4 jours. J'animais les galas Juste pour rire. J'animais le gala artiste à TVA. Pour vrai, dans toutes ces... Puis je jouais dans Caméra Café. Fait que je me rappelle une journée, un dimanche, j'avais 2 shows à Terrebonne. Un à 4 heures puis un à 8 heures. OK. Puis ça, c'était mon dimanche. Ça, c'est mon jour off. On commence tranquille. J'ai 2 shows aujourd'hui. Puis, j'étais arrivé le soir, il fallait que j'écrive pour Midi-Morancy le lendemain, parce que c'était une émission très humoristique. Il y avait bien des bits d'humour, tu sais. Puis je dis, je vais aller prendre un bain avant. Je me suis endormi dans mon bain. Endormi vraiment, là? Vraiment, je me suis réveillé parce que j'étais en train de caler dans l'eau. OK, t'étais claqué grave. J'étais claqué grave. Mais c'était des années extraordinaires. Je regrette rien, c'est pas une plainte. Ouais. C'était très intense. Ouais. Aïe, aïe. C'était quoi le type d'entente que tu avais chez Encore? Parce qu'une entente de 5 ans, ça peut faire peur à quelqu'un qui nous écoute, qui n'a jamais signé un contrat de prod, un plus jeune, mettons. Ouais. Toi, tu as signé ça avec... Quel genre de négociation tu as eu? Honnêtement, j'ai pas tant négocié parce que moi, suite à l'expérience du talk show qui a comme moins bien fini que je voulais, puis que nous, on était comme des amis, puis on a comme cassé professionnellement, puis Juste pour rire. Là, moi, je me rappelle, mon minding, c'était moi, je veux juste écrire des jokes. Moi, toute la négo puis la paperasse, je suis juste tanné. Fait que là, vous autres, vous faites ça, là, produire, gérer, là. OK. Fait que j'ai signé le contrat standard, je te dis, qui faisait signer à Martin Matt, à Mario Jean et à tous les artistes qu'ils avaient. Vous aviez toutes la même chose? Ouais. OK. Fait que... puis l'attente de 5 ans, je pense que lui aussi voulait se protéger, à savoir, OK, si je m'embarque avec toi, puis ça m'a rassuré de savoir que c'était pas OK, on va attendre voir. Parce qu'on se connaissait quand même. J'avais quasiment déjà une douzaine d'années de métier rendu là. Fait qu'il savait qui j'étais, comment je travaillais, mon sérieux. Fait que ça rassurait les deux côtés, je te dirais, de savoir, OK, on s'embarque pour 5 ans, puis on va de l'avant. Et c'est comment d'avoir un gérant qui est à l'interne? Parce que moi, j'ai jamais été... Ouais. Tu sais, comment? C'est pas le best parce que techniquement, ton agent ou ton gérant, appelle ça comme tu voudras, c'est comme ton partner qui va aller négocier pour toi avec tous les autres intervenants, dont, entre autres, un producteur de show. Fait que quand ton producteur est aussi ton gérant, puis qu'il se prend une cote en tant que producteur, puis sur ta cote à toi, puis il se prend une cote de gérant, tu fais « Oh boy! »
Ça en fait des cotes. Tu sais, je trouvais que ça coûtait cher. OK. J'ai signé le contrat. Oui. C'est pas illégal ce Non, qu'ils ont puis tu fait. savais exactement. Voilà. Mais tu trouvais que le crayon avait pesé fort. Oui, OK. puis c'est d'ailleurs la raison pourquoi on a cassé. C'est que moi, j'ai dit, OK, je suis heureux ici, ça va bien, mais telle clause, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que là, le partage n'est pas équitable. OK. Et puis, ça a été une fin de non-recevoir de leur côté. Non, c'est le même contrat. Puis là, j'ai dit, oh, OK. OK. Ben, regarde, au revoir, bonne journée. Ça fait que tu n'avais aucune insatisfaction particulière du producteur comme tel. C'était... Tu aurais continué si c'était pas d'une il y aurait gourmandise. peut-être d'autres ajustements parce qu'en chemin, il y a un nouveau gars qui est arrivé dans le bureau qui s'appelle Martin Langlois, qui est mon agent, mon gérant maintenant. Et François Roson m'a comme délégué à Martin à l'époque. C'est Martin qui a comme pris de plus en plus mon dossier en main, malgré le fait qu'il était plus jeune et plus green. Il connaissait moins le milieu, si tu veux. Il arrivait d'où, Martin, à ce moment-là? Martin, il avait un parcours de marketing et d'informatique. OK. Et puis, il est arrivé chez Encore, puis là, tranquillement, lui, c'est un grand fan d'humour, ce qui est, en ce qui me concerne, un des principaux critères. Si tu veux être gérant d'humoriste, il faut que tu sois fan d'humour, là. Je veux dire... si tu veux être gérant d'humoriste, que tu ne sais pas c'est qui... C'est que toi, l'homme d'affaires qui prend juste le côté business d'un humoriste, tu as un bémol là-dessus. Là. Bien, c'est-à-dire, pour moi, un gérant, je dirais qu'il y a quelques critères qui s'appliquent à tout le monde, puis après, on devient personnel. Dans le sens que quelqu'un d'honnête, la base, tu vas me dire, mais c'est pas tout le temps le cas. Non, je comprends. On a connu des cas de producteurs, tu sais, le cliché, gros cigare, le veston karaté. Donc, honnête. Fan d'humour. Ça, je pense qu'il faut que ce soit pour tout le monde. Après ça, ça dépend de l'individu. Il y a des humoristes que ça leur prend une nounou. Il faut que leur vie soit gérée. Je veux dire, il faut que tu leur dises quoi faire à quelle heure. Je me rappelle un humoriste que je nommerai pas. Je dis, hey, on pourrait aller voir une game de hockey tel jour. Ça te tente-tu? Je ne sais pas si je suis libre, appelle l'assistante de mon gérant. Comme ça, bien naturel. C'est elle qui gère ta vie. Ouais, c'est elle qui gère... Non, tu vas à l'épicerie ce jour-là. Là, tu sais. Je capotais. Ah ouais, c'est spécial. Tu vois, moi-même, j'ai pas entendu ça souvent. C'est bon. Fait qu'il y a des humoristes, ça leur prend une nounou. Il y en a que ça leur prend un psy. Puis on a tous un moment d'insécurité ou de doute où on se parle, puis hey, je sais pas, telle affaire, je t'inquiète. Ouais, mais tu vois, toi, Jean-Michel, Anthony, Maxime, personne ne m'appelait à minuit, bourré d'angoisse. Mais il y en a qui sont de même. Fait qu'il y en a que ça leur prend un psy. Mais en humour, vraiment? Oui. OK. Il y a des high maintenance qu'on appelle. Ouais, OK. Ouais. Ça peut-tu être ceux ou celles qui changent souvent d'équipe aussi? Pas nécessairement. Parce que tu vois, toi, tu as été très stable. Ils peuvent trouver leur match aussi. Ils peuvent trouver quelqu'un qui va bien s'accommoder de ce rôle-là de psychologue, psychiatre. Parce que moi, après ça, pour moi, un gérant, c'est carrément un partner en affaires. Autrement dit, c'est comme si j'avais une business, mettons un restaurant, puis que je veux un partner pour m'aider. Oui, un à cuisine, puis un à l'accueil. Oui, mais mon partner d'affaires, ce que je veux d'un partner, c'est qu'il y ait des qualités différentes des miennes. Il faut que ses forces comptent mes faiblesses. Tu sais. Fait que pour moi, un gérant, c'est ça. Moi, je n'ai pas à être nounouté, je n'ai pas à être psychiatrisé. Non. Ben, attends un peu. Ça dépend des jours. Fait que moi, mettons, la force que je cherchais chez un gérant, que tu avais et que Martin Langlois a, vous avez tous les deux ce point commun-là. Moi, je suis, comme tu le sais, je suis pas très fort sur le schmousage d'un 5 à 7, aller aux premières, serrer des mains, entretenir les contacts. Non. Je suis zéro pin bar là-dedans. Je suis pas bon, je suis border sauvage. Ben, tu es très bon en première vitesse, mais ça te tente pas. C'est pas pareil. Ça m'épuise. Non, mais il y a du monde qui n'a pas les skills. Je veux quand même faire la différence. Oui, non, je suis capable de faire ça. Tu m'as rarement fait honte quand je t'ai présenté. Non, mais il y a 4 fois que je pourrais raconter, mais... Une question de nudité, encore une fois. Mais ça me gruge du jus de faire ça. Ça me tente pas. C'est lourd, tu sais. Alors que toi et Martin, vous faites des amis super facilement. Oui. Tu parles de Martin Langlois à n'importe qui. Tout le monde n'a que du bien à dire Absolument. de lui. C'est vrai. Puis ça, ça me sert parce que c'est mon ambassadeur, si tu veux, pour entretenir les liens avec un tel. Puis t'as le producteur, puis le diffuseur de télé, puis le gars de radio. C'est que ça, à la rigueur, que ce soit important ou pas, toi, t'accordes de l'importance à ça. Quelqu'un, tu trouves, justement, parce que c'est une job de représentation à la base même. Non, mais quelqu'un pourrait dire, moi, c'est un air bête, mais tu sais, je veux un bulldog. Il y en a qui cherchent des bulldogs. J'ai jamais vu un bulldog avoir vraiment du succès. Non, pas au Québec. Non, exact. Non. Parce que ça se sait. Il y en a eu qui se sont essayés, ça se sait rapidement. Puis à un moment donné, les gens veulent juste plus dealer avec. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant que tu dis ça, parce que souvent, ça se rend pas à l'humoriste. T'es pas tout le temps au courant,
que tu travailles avec quelqu'un que le monde font comme, sais-tu quoi, lui, là, m'a passé mon tour. Ça se passe dans la salle de conférence. C'est la grosse différence entre le travail d'un humoriste et d'un gérant. Puis je t'avais dit, je pense que je te l'avais dit à toi dans le temps. Je t'avais dit, toi, tu peux voir tout ce que je fais. Chaque show, chaque présence télé, tu peux écouter ce que je fais à la radio. Tu es au courant de mon évolution. Tu peux voir les faiblesses, les erreurs. Moi, j'ai aucune idée de ce que tu fais. C'est vrai. Hein? Quand tu parles en mon nom à un patron de diffuseur télé, je ne sais pas comment tu y parles. Je ne sais pas comment ça a fini. Puis quand tu me dis, mettons, hey, Tilly, ça n'a pas marché à cause de... C'est à cause de quoi, au juste? J'étais pas là. Non. Fait qu'il y a un... Te rappelles-tu, tu me fais penser à quelque chose, c'est malade. J'ai reçu un appel de... À l'époque, je me demande si c'était pas Chaloux, Dominique qui était Chaloux, la directrice des variétés à Radio-Can. Oui. Elle m'appelle pour t'offrir une émission. C'est pas Dominique Chaloux, c'est Brigitte Lemonde. Brigitte Lemonde. Qui est maintenant patronne chez Zone 3. C'est la seule fois que c'est arrivé en 10 ans qu'on a travaillé ensemble. Tu sais ce que je veux dire, hein? Oui. Elle m'appelle, puis j'ai dit, final, après X temps ou peu importe, ben non. Puis elle t'appelle pareil. Oui. Puis dis ce qu'elle avait dit. Ben, c'est parce qu'elle m'a offert un quiz. C'était ça, ouais. Que finalement, Véronique Cloutier a fait, je me trompe pas. Oui, je pense même que c'est le quiz qui l'a transféré à Radio-Can. Qui l'a mis sur la map. Oui. Et puis, moi, j'avais auditionné, puis j'avais super performé. J'étais zéro nerveux parce que comme si je le voulais pas vraiment. Fait que j'avais tout arraché. Puis elle me l'offre, puis au moment, je sortais mon premier one-man show. Puis ça, avec le recul, c'était une erreur. Je reviendrai par après, mais on avait l'impression que ça allait nuire au one-man show au niveau de ma crédibilité. Si je me positionne comme animateur, je ne serais plus humoriste. Puis tu sais, finalement, on a dit non, puis elle m'avait appelé et dit hey, juste te comprendre, là, on t'offre une émission à Radio-Canada, puis tu dis non, puis tu commences, tu es comme un nouveau, tu es une recrue. J'ai dit oui, puis j'ai dit ce que je viens de dire. On a l'impression que ça va nuire, puis tout ça. Avec le recul, c'est de la bullshit. C'est zéro. Hey, qu'est-ce que le monde va dire ou penser? La seule affaire qui compte vraiment, c'est que peu importe ce que tu fais, c'est que tu sois bon. Le monde ne se tanneront pas de te voir bon. Que tu animes un quiz, un show d'humour, que tu fasses une entrevue, un podcast, une pub. Si tu es bon, le monde, ah, qu'est-ce qu'il est le fun, ce gars-là, j'aime ça. C'est que tu crois plus, tu y as cru longtemps, à la théorie de on me voit à TV gratis, on ne paiera pas pour moi. Non, je crois pas à ça. Je crois que si tu es bon, tu es bon. Je suis pas convaincu, mais... Si tu fais bien la job, évidemment, il y a un risque peut-être d'overexposure. Peut-être que des fois, tu peux être juste trop là. Puis le fait d'être trop là fait que là, tu performes moins bien. Tu as moins d'énergie pour faire tes shows. Tu es un peu moins bon à TV. Ça revient à ce que je disais. Il faut que tu sois bon. Mais si tu acceptes l'affaire de trop, ce qui va te nuire le plus, c'est pas le fait que le monde t'ont trop vu. C'est qu'ils t'ont trop vu pas être bon. Quel exemple tu as de quelqu'un qui vend des tickets pour vrai puis qui est en même temps à télé, même si c'est très juste hebdomadaire? Ben, c'est-à-dire que le seul humoriste présentement qui vend des tickets, quand je dis vend, c'est-à-dire qu'il en vend beaucoup, et qu'on voit nulle part ailleurs, c'est Simon Leblanc. Oui. C'est le seul. Okay. Tous les autres font d'autres choses. Non, OK, donne-moi un... Qui roule, qui est à TV en même temps? Ben, écoute, moi, j'ai Laurent Paquin. Il n'est peut-être pas sur une émission régulière, mais si je fais 1000 affaires en même temps... Je comprends, mais il n'est pas à TV toutes les semaines, à vendredi, à grosse heure d'écoute. Ben, pour moi, je veux dire que tu joues dans un sitcom ou que tu fasses, tu sais, je veux dire, tout le monde est comme à quelque part, tu sais. Comme je te dis, le seul qui fait juste ça, c'est Simon. Oui, mais lui, c'est comme une bébite, là. Oui, mais c'est une bébite. Non, je le mentionne que... C'est le seul. Ça ramène à ma théorie que je veux juste vendre des tickets. Bonne chance. Oui, non, ça, c'est autre chose. Mais c'est parce que moi, encore aujourd'hui, je crois que si tu es à la télé, même excellent, mais... tu étais à 1 million de codes d'écoute par semaine, puis que tu vends l'étiquette en même temps, il y a un côté de toi qui est accessible gratis, qui enlève une vente d'étiquettes. En tout cas, si ça en enlève, ce ne sera pas majeur. Okay. Moi, je pense que tu vas en gagner plus dans le contexte actuel d'hyper-compétitivité, où les gens ont 800 choix quand c'est le temps de voir un show d'humour, entre autres. Ils vont peut-être être contents de dire « Hey, ce gars-là, on l'aime bien. » En tout cas, aux États-Unis, là, genre un gars comme Bill Maher, qui a un talk show à toutes les semaines, live à HBO, 2 heures live par semaine. Jay Leno faisait le Tonight Show, il animait 5 soirs par semaine, puis à toutes les fins de semaine, il jouait à Vegas, sold out. Mais les exemples US, je suis toujours un peu bémol. Non, mais c'est le même principe. C'est que tu vois... c'est pas le même marché.
Ben, c'est le même principe que tu vois quelqu'un... Moi, je vais dire ou d'après moi, parce que, sérieux, je reste... je suis pas sûr. Mais ça veut pas dire que c'est très intéressant. Je pense que quelqu'un qui joue... Exemple, tu sortiras un show pendant que tu as une autre saison de discussion. Ouais. D'après moi, tu complètes un l'autre. Mais tu animes... Ça dépend du show. Ben, tu vas me dire... c'est parce qu'on revient à la fin de Brigitte Lemonde, où tu dis que c'était une erreur. Non, mais considérant le show en question, c'était pas... que je veux pas être méchant avec personne, je veux pas nommer des shows que je trouve poches, là, mais... tu faisais pas à météo à Salut Bonjour, là. Non. Tu sais, je veux dire, c'était comme... Tu pouvais te démarquer. Oui. Le monde te voyait être dans ce show-là, il te voyait improviser, il te voyait être sympathique avec les gens. C'était pas des vedettes, c'était tous des concurrents, des gens, monsieur, madame, tout le monde. Il y avait de quoi de très chaleureux là-dedans, là, tu sais, que je pense vraiment pas que ça m'aurait nuit. Non. Tu vois-tu, un exemple que je pense qui correspond à ta théorie, c'est Alexandre Barrette. Oui. Barrette, je pense pas que c'est un 200 000 tickets, mais c'est un vendeur, il en vend des tickets. Mais entre autres, il y a eu deux émissions à télé qui l'ont fait voir bien plus que ses shows. Puis je peux pas croire que ces émissions de télé ont nui. Je crois pas. Il y a un bout, tu vois, ça pourrait être... Mais il n'y a pas tant d'exemples, tu es obligé de l'avouer. Mais c'est parce qu'il n'y a pas tant d'humoristes qui sont autant à l'aise dans l'un que dans l'autre. Non plus. Ça fait que ton critère est quand même assez sévère de dire faut que tu performes, faut que ça clenche. Faut que tu sois bon. C'est pas juste, OK, en un mot, tu parles d'animer un quiz, pas comme n'importe quel autre animateur de quiz. Faut qu'il y ait une couleur. Je te suis. Il faut qu'il y ait de quoi qui transpire de ça, qui fait que les gens... Il faut que tu sois bon. Alors, revenons à ce que tu disais à Brigitte Lemonde quand elle te parle de ça. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'était quoi le commentaire qu'elle te dit? Ben, elle essayait de comprendre, puis elle voulait être certaine que ce que tu lui avais dit était ce que je pensais. Oui. Elle voulait être certaine que c'était pas un cas de l'agent qui négocie mal pour son artiste. Là. Puis elle t'a pas fait un commentaire quand elle t'a parlé? Tu m'avais dit ça après. Oui, vas-y. Tu m'avais dit, quand j'ai parlé à Brigitte Lemonde, parce que moi, j'ai jamais dit qu'elle allait t'appeler après, ça se fait pas, ça. Tu m'as dit qu'elle t'a dit, coudonc, j'ai l'impression que j'entends parler ton gérant. Dans le sens qu'on avait eu exactement le même discours. Ah, OK. Ben... Parce que tu faisais allusion à on ne sait pas comment on est représenté. Ouais. Ça fait que, tu sais, quand c'est bien fait, c'est parce que c'est la même affaire. Ouais. Ça fait que là, tu fais ton aventure avec Roson. Oui. Et tu pars avec Martin. Oui. Ça fait que ça a-tu été une chicane? Une chicane. Il y a eu quelques lettres d'avocats qui ont été échangées. Oui. De leur part, pas d'une autre, là, tu sais. Ouais. Finalement, aujourd'hui, tout est correct. C'est que t'es pas resté 5 ans, c'est ça que je comprends. Oui, j'ai fait mon... Oui, c'est juste qu'il y a eu une lettre d'avocat parce que Martin ayant quitté, il y avait comme, mais là, tu m'as l'obligation de loyauté. Tu volé un artiste. Je comprends. OK. C'est que ça le regardait plus lui que toi. Ouais. OK. C'est quoi le projet après ça qui rentre en... Vous commencez avec quel projet, là? Suite à ça, j'ai continué Midi Morancy. Et je pense que... là, on est en 2008-2009. J'ai continué à animer des galas. J'ai continué à animer le gala Artis. Tu n'as pas fait les Oliviers dans ce temps-là aussi? Les Oliviers, c'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé en 2014. OK. Ouais. Fait que j'ai continué à animer à Juste pour rire, à Artis et à faire Midi Morancy. C'est juste que ma tournée était terminée. Fait que je préparais une éventuelle autre tournée. Oui. Qui t'a amené à ton autre show? Qui m'a amené au 4e one-man show que j'ai fait avec Evenco. OK, Evenco. Ça, c'est quoi? Eux autres t'appellent? C'est que Martin, à l'époque... Martin fait une démarche? Martin était déjà aussi, à l'époque... en fait, il a été mon agent, puis il est devenu en même temps l'agent de Sugar Sammy. OK. Et Sugar venait de sortir son show Yorgonorir, qu'il faisait avec Evenco. On dirait que tu as dit Yorgonoré. C'était quasiment ça. Ça dépend si t'es en Beauce ou si tu... je m'excuse, écrivez pas des lettres de plainte. Fait que tout ça pour dire qu'il y avait un lien avec Evenco, déjà super fort, avec les gens qui étaient là à l'époque, donc Valérie Hamel et Jacques... Aubé. Jacques Aubé, voilà. Fait que c'était comme un naturel. Il dit, je suis allé les rencontrer, puis OK, c'est le fun, puis leur contrat était très avantageux, puis ça, OK, on embarque, puis let's go. Suite à? Qu'est-ce que tu veux dire? Après ça. T'arrives-tu rapidement à la discussion? Non, parce que après ça, Midi Morancy s'est arrêté. Combien de temps t'as refait? Parce que tu le refaisais, Midi Morancy. Midi Morancy, on l'a fait, c'est 7 ans. Oui, c'était 7 ans. Quand même, c'est pas rien. Qui gravitait avec toi à ce moment-là? Tu avais Pierre Prince qui avait... Pierre Prince avec moi, mais dans les collabos, Alexandre Barrette et Billy Tellier, qui étaient, je dirais pas des recrues, mais mettons dans la relève à l'époque, qui n'avaient pas le statut qu'ils ont maintenant. Puis j'avais un paquet de collabos invités, plus weirdo, Tiggy Aimon, ce genre de personnages-là qui venaient enrichir le show. Fait que Midi Morancy se termine.
Puis là, j'ai sorti mon premier livre, Dure Soirée, qui est un livre sur le milieu de l'humour, qui était un gros hit, vendu à 35 000 copies. Là, puis en même temps que je faisais ça, j'avais écrit un spécial pour TVA, ça s'appelait 100% Montmorency. C'était comme un show, un mix de stand-up puis de show, de sketch capté, monté sur écran. On a fait une édition ou 2 éditions de ça. Puis après ça, j'ai sorti mon 4e one-man show et rapidement, je suis arrivé animateur aux Oliviers. Puis j'ai fait un peu de radio à Énergie. Au même moment, j'ai été Morning Man à Énergie. À Énergie, le midi, j'ai été avec toi. Le midi, c'était après. J'étais Morning Man avant. Ouais. Fait qu'en tout, c'est 13 ans de radio que j'ai fait, si tu cumules, essentiellement à C'est quoi, mais il y a un petit peu de rythme puis un peu d'énergie. Qu'est-ce que tu retiens des animations de gala en général? Olivier, Juste pour rire, parce que tu as fait des performances, honnêtement, impeccables. C'est gentil, merci. Non, mais sérieux, là, je te l'ai déjà dit. Mais tu retiens quoi pareil de ça? C'est quoi l'expérience d'un gala de C'est 2 univers. Je veux juste faire 2 univers en partant. Les galas remises de prix, donc Olivier, Gémeaux à disque, et les galas d'humour, Comédia Juste pour rire. C'est pas la même game. Non, mais c'est bon que tu le spécifies. C'est très différent à gérer. Ils ont le même nom, mais c'est même pas la même affaire. Ça n'a rien à voir. Un gala d'humour, Juste pour rire, Comédia, c'est un show d'humour. C'est tout. Juste que t'es 10 au lieu d'être 1. Ouais. Fait que le mandat, c'est soit drôle, puis à Juste pour rire, moi, j'ai jamais eu de barrière ou de quoi que ce soit. Tu veux-tu un thème, t'as pas de thème, on parle des invités, on fait des sketchs à 2, à 3, à 1. C'est comme, il y a une page blanche, t'as une soirée complète, là, à la Place des Arts au Saint-Denis, t'as un band, t'as des ressources. Go! C'est extraordinairement le fun. T'as-tu vécu ça, le fameux, je sais même pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais là, les avocats lisent nos textes? Parce qu'on entend ça, c'est pas Juste pour rire. Non? Là, j'arrive au gala, les remises de prix. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est un autre game. Parce que là, c'est pas une page blanche. Là, premièrement, il y a un cadre établi. Tu vas remettre des prix. Oui. Tu t'en vas mettre en valeur une industrie, des gens en nomination. Bon, en partant, c'est pas ton one-man show. Deuxièmement, il y a un cadre assez sévère parce que tu es diffusé à la télé live. Fait qu'au niveau du langage, après ça, tu as tout un mandat. Oui, mais tu es diffusé aussi à Juste pour rire. Ouais, tu me dis que le langage, c'est plus slack. Mais t'es pas live à Juste pour rire. Il y a du montage, puis t'étais live sur la télé payante, fait que c'était pas le même deal. Et les années étaient plus permissives, mettons, que maintenant. Il y avait moins de... Le scandale était moins... Il y avait moins d'offusqueux dans la vie. Fait que les galas de remise de prix, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus supervisé. T'as vraiment des directives énorme au niveau de, je vais dire, la représentativité. Évidemment, gars-filles, représentativité au niveau de la couleur, des origines, des styles d'humour. On ne peut pas faire un gala avec juste des stand-up. Ça prend de l'absurde, de la musique, des personnages. Il faut que l'industrie de l'humour au grand complet soit représentée. Tout comme à la disque, il n'y a pas juste du rock. Il y a du country, il y a du classique, il y a du ci, il y a du ça. Fait que c'est sûr que ton gala d'humour va déplaire à des gens qui sont d'abord des fans de, mettons, de stand-up. Puis t'as un gars qui arrive en personnage ou qui fait un peu de l'absurde. Et t'as même un mandat de représentativité de boîte de production. C'est vrai. Tu sais, à Montréal, t'as 5-6 gros producteurs puis qui votent. Qui votent et qui sont influents. Et que s'ils n'ont aucun de leurs artistes dans le show qui fait un numéro, une présentation, ça marche pas, là. Moi, je me rappelle une année aux Oliviers, je pense que c'est la première... Peu importe. Il n'y avait aucun artiste. Je ne le mets pas à la boîte, ça va... Mais anyway, il y a une boîte de production pour laquelle il n'y avait aucun artiste sur le show. Oui. Puis à 3 semaines du gala, même 2 semaines, on se fait appeler et dire « Hey, il faudrait mettre quelqu'un de telle boîte, là, ça ne marche pas. » Fait que là, on a rallongé, on a réécrit un autre bit pour inclure telle personne. Qui a été d'ailleurs le plus mauvais numéro de la soirée. Ça avait été rentré au crowbar, ça numéro paraissait... de producteur. Ouais, non, mais je te dis ça parce que mon chum Michel Gagné, je t'en parle à l'occasion. Le gars d'Hollywood. Lui dit, à l'interne, on sait déjà habituellement quand ça va être un bon film, en termes de qualité, je parle, là, pas nécessairement de vente de billets, quand c'est un projet d'artiste ou un projet de producteur. C'est-à-dire, le projet de producteur, c'est on engage un scénariste, on engage parce qu'on pense que si on met, tu sais, on choisit le casting selon c'est qui est dans les sondages, etc. Il dit habituellement, il appelait ça des projets de producteurs. Je trouve ça drôle comme... Parce que c'est une grosse game politique. Parce que non seulement tu as des producteurs insatisfaits parce que leurs artistes ont pas assez de nominations, puis qu'il n'a pas gagné l'an passé, puis c'est gérer une garderie. Vraiment, animer un gala, remise de prix, là, il y a une lourdeur. C'est gazant, ça. Et ça, c'est sans compter le lendemain où là,
tout est over-analysé comme si c'était le 7e match de la Coupe Stanley. Là, qu'est-ce que tu as dit ou pas dit, ce que tu aurais dû dire, puis pourquoi tu n'as pas fait telle affaire, puis comment ça se fait que lui ou elle n'a pas gagné. Puis tu te trouves à défendre des trucs. Quand j'avais animé le gala artiste à TVA, 3 ans de temps, qui n'a pas d'académie, c'est le seul gala qui n'existe plus d'ailleurs, où c'était le public qui votait sur tout, les nominations et les gagnants. Fait que si tu dis, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si t'es pas content, c'est comme une élection. Demande à eux autres. Ouais. Fait que, puis... J'aime ça, il pointe Olivier quand il veut dire Monsieur Marco, quelqu'un de vulgaire. Un kidam. Voilà. Puis là, je me rappelle, c'était les années où les gagnants étaient souvent les mêmes au gala artiste. Ouais, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, Gino Chouinard, Pierre Bruno. C'était comme un copy-paste à chaque année. Puis moi, j'arrivais d'animer un show live de 2h30 de temps. J'avais livré des numéros d'humour, tout. Puis comment ça se fait que Guylaine Tremblay a encore gagné? Man, écoute, tu me demandes ça à moi. Comme si... Eux autres, demande ça à eux autres. C'est eux autres qui votent, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'avais arrêté. T'sais, ils voulaient, hey, reviens, ça va bien. Ouais, mais je suis tanné. OK. C'est une gestion de garderie. Puis, Vraiment. Mais, cela étant dit, c'était avec une équipe, ma gang de création des Oliviers, c'était du monde. Je les adorais, là, les writers, les metteurs en scène. C'était une super équipe. On avait du fun entre nous autres. Mais il y avait beaucoup de contraintes. Oui, c'est ça. Puis celui qui va au bat, c'est toi. T'sais. Je veux rebondir sur quand tu dis le lendemain. Le lendemain, cette année, là, il y avait un combat comme un genre... Ouais, mais tu penses quoi de ça? Les plus jeunes rient des plus vieux. Ça prenait un combat. OK. T'sais, moi, techniquement, je devrais être offusqué. Là. Je fais partie des humoristes qui ont eu des pantalons de cuir. Oui. Quand même. Oui. Moi, Matt, Huard, mais je Mike parlais à Ward. la radio. J'ai dit, moi, François, c'était ça, qu'est-ce que tu veux? Puis d'ailleurs, je vais te dire, je te fais une prédiction, parce qu'ils trouvent ça très drôle, les jeunes, de dire, ben ça va revenir à la mode. C'est sûr, ça va revenir à la mode. C'est pathétique. Hey, j'ai vu un show, là, un extrait d'un show Sting, qui est en show en résidence à Vegas, qui est en pantalon de cuir. Ben oui. Puis avec une chemise rouge, puis un t-shirt noir. Scandale. Fait que, tu sais, ta lecture, c'est juste que, anyway, il y a toujours quelque chose à quelque part. Il y a toujours quelque chose à quelque part. Ben oui. Okay. Ben oui. Tout le temps. OK. Là, c'était ça cette année. Hey, jeune, t'es-tu fâché? Pourquoi je serais fâché? J'ai fait une joke de culotte de cuir. J'en ai porté. Non, c'est drôle, hein, j'ai fait un angle mort là-dessus ce matin, en disant, ben, c'est un rit de l'autre rit de la roche rit de la souris. Puis dans 10 ans, la génération actuelle va faire rire d'eux autres par les nouveaux, parce qu'ils ont tous des pantalons genre au-dessus de la cheville. Voilà. Parce que tout le monde veut voir leur cheville, hein? Tout le monde veut voir ça. Fait que là, non, mais c'est la joke, ça va être ça. Ouais. Vous allez être les gars de pantalon de cuir dans 10 ans, mais ça ne sera pas du cuir, ça va être autre chose. Ouais. C'est ça la game. Les plus jeunes rient des plus vieux. Bienvenue sur la Terre, tu sais. C'est pas compliqué. Une autre affaire que je sais parce que tu me l'avais dit, mais les gens le computent pas tout le temps. Excuse-moi l'anglicisme. En tout cas, bref. Quand tu faisais un gala juste pour rire, puis surtout au début, tu casses un numéro de 12 minutes. Oui. En fait, on le cassait, on le rodait un peu avant. Ouh. À l'époque, le bordel n'existait pas. Moi, j'ai toujours utilisé mes one-man shows pour casser mes numéros. Okay. Mais il y avait tu as raison que dans les années, mettons, c'est ça, au début, moi, mon premier gala animé, c'était en 98. J'avais rodé mon numéro, j'étais en tournée à l'époque avec mon premier one-man show, puis j'avais rodé dans le cadre du show. Mais effectivement, le rodage était beaucoup moins accessible que maintenant. Puis comment tu conçois que pour un numéro, un show, etc., c'est tout le temps genre, ah oui, roder, la virgule, puis que tu arrives dans un contexte où est-ce que c'est comme en plus à TV, tu peux zéro reprendre, même à ça. Ouais. Comment tu l'expliques? Ben, c'est-à-dire parce que tu faisais des bons numbers. Là. Il y a des gens qui... C'est rare les flops à juste pour rire de l'animateur. Ça, ça marche. Ouais. Ben, c'est-à-dire que ça dépend comment tu travailles, de qui tu t'entoures, puis jusqu'à quel point tu vas être flaseux ou si tu vas être à ton affaire. Rendu là, j'ai de la misère à te prédire, mais c'est sûr que c'est mieux de roder. J'avais une proposition à faire. Rodage. Fait que là, donc, gala, patente, tout ça, et on arrive, discussion avec mes pères. Oui, ça, en fait, c'est que j'ai sorti mon deuxième livre. Ton deuxième livre. Qui avait le même titre, évidemment. Exact. Qui était basé... Raconte l'histoire, c'est arrivé comment, ça? C'est que, c'est ça. À un moment donné, mes parents étaient... C'est pas parce que ça m'intéresse, là, mais... Non, c'est ça, c'est pour le kidam. Oui, voilà, c'est le kidam. Il faut le nourrir un peu. Hein. Voilà. Très bien. On va boire pendant ce temps. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, mes parents étaient vivants à l'époque, et puis je les appelais, comme tout bon fils... Qu'est-ce que tu fais de bon? Puis c'était vraiment le classique de mon père dans le salon, ma mère dans sa salle de couture, chacun sur le téléphone, sur la ligne en même temps, mais avec leur téléphone. Oui.
Puis je parlais pas, je fais juste écouter leurs obstinations. Puis à un moment donné, je l'appelle, puis ils se mettent à s'obstiner sur la couleur du chien de mon neveu. Il est gris, non, il est brun, non, il est là. Je fais, tabarnak, sérieux. Fait que là, je prends littéralement en note tout ce qu'ils disent. Pour vrai? Ouais, c'est beau. Non, mais avec une intention? Non, il y a de quoi faire avec ça. OK. Il y a de quoi faire. Je suis tellement drôle, ça n'a tellement pas de sens. Il y a de quoi faire C'est très avec personnage. ça. Ouais. Clique, on raccroche. Je le mets sur Facebook pour mes fans, juste pour les amuser. Un statut de main. Pouf, ça explose, mon gars. Des centaines, puis des milliers de partages, puis de likes. Ah, ben oui. Fait que là, un deuxième, puis un troisième. Puis à un moment donné, au bout de 6-7, quelqu'un, je me rappelle plus qui, m'a dit il y a un livre à faire avec ça, tu sais. Puis je pense que c'était arrivé à tout le monde en parle, parce qu'à l'époque, j'animais les Oliviers, puis j'étais allé faire de la promotion pour les Oliviers. Puis Guillaume m'a dit, hey, sur ton Facebook, tu mets des dialogues de tes parents, c'est tordant. Il en sort un, puis il me le fait lire. Fait que je lis. Puis là, hey, veux-tu faire un livre? Ça, zéro prévu, là. Zéro prévu. Zéro prévu. Puis finalement, ben là, mon éditeur avec qui j'avais fait dure soirée, OK, bing, on fait le deal, ça marche au bout. Le livre sort. Une semaine après sa sortie, j'ai 4 producteurs télé qui me disent, il y a un show de télé là. Ben ouais. 4. C'est que ça commençait avec un statut Facebook, à vrai dire. Ouais. Une conversation dans laquelle tu n'étais même pas impliqué. Voilà. Tu prends une note, Oui. tu fais un statut Facebook, Oui. tu fais comme, j'en fais un autre. Il y a quelqu'un, Guillaume Lepage, qui dit, hey, j'ai lu ça sur ton Facebook. Ouais. Tu te fais appeler pour un livre, le livre fait appeler 4 producteurs. Ouais. Ça fait que quand un projet est hot, c'est plus un pitch de vente, c'est un peu ça que tu peux dire. C'est juste que tu sais jamais où les idées vont te mener. Ouais. Parce que c'est pas toi qui décides. C'est eux autres. Tu t'as beau t'entourer, dans n'importe quel domaine, tu sais. Dans notre domaine, bien sûr, mais même le gars qui s'ouvre un restaurant, il ne sait pas, ça va-tu marcher ou pas, il ne sait pas. Ouais. Pour le savoir, il faut qu'il l'ouvre, tu sais. Fait que tu ne sais jamais une idée où est-ce qu'elle va te mener, où ne te mènera pas. Tout comme quand tu écris un show d'humour. Écoute, me rappelle, il y a des bits t'écris, tu es tellement fier de ce numéro-là. Hey, ça, c'est original. Mon angle est vraiment imprévu. Ils le verront pas venir. Tu l'essayes, pouf, ça marche pas. Puis il y a de quoi que tu es quasiment gêné de le faire tellement tu fais que ça s'est dit 20 fois. Tu le fais quasiment. Là, ils rient, tu as quasiment envie de les engueuler. Ouais. Vous riez de ça, puis ça, vous aimiez pas ça. Êtes-vous crétin, tu sais? Ouais. Fait que tu sais jamais trop comment ça va aller. Fait que c'est quoi qu'il faut faire? Avec une idée, qu'est-ce que tu dis de faire? Tu l'essayes. C'est tout. Tu l'essayes, puis... C'est que tu commences pas à dire si tu es bon ou si c'est pas bon. Mais il faut que tu y crois toi-même. Oui, non, c'est sûr que si tu y crois pas toi-même... Tu es du genre à pitcher. Écoute, ça dépend du médium, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Tu veux-tu faire un livre ou un show télé ou un film ou un... Tu sais, ça dépend. Est-ce que tu es autonome là-dedans? La seule autonomie qu'on a vraiment, c'est la scène. C'est là vraiment au-dessus. Tu as une idée, tu dis, je vais aller au bordel à soir, tu arrives, tu l'essayes, ça marche pas, tu le développes ou ça meurt là. Le reste, bien, ça prend des gens qui vont donner leur approbation. Un livre, ça te prend un éditeur, puis un show de télé, ça te prend un producteur et un diffuseur, puis à la radio, tu sais, bref. Mais pas les médias sociaux. Pas les réseaux sociaux, exactement. Ça, je te dirais, c'est le gros changement, mettons, quand on parle de génération d'humoristes, tantôt par rapport aux Oliviers, le gros game changer, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Nous, on était, en tant que la relève, on était condamnés à l'époque à faire des shows dans des bars. Pas des soirées d'humour, des bars. On les dérangeait, là, tu sais. Puis, tu gagnais ton public un gossou à la fois. Jusqu'à ce que... Ouais, ça devrait être un titre de one-man show. Un gossou à la fois. Puis, t'attendais que quelqu'un te fasse un signe pour te faire voir. C'est pour ça que les gars de Juste pour rire étaient si hot dans le temps. C'est parce que c'était la première fois qu'on sortait des trous pour aller devant un vrai public, dans une vraie salle, les médias, les producteurs. C'est comme si tu graduais de Pee-wee à Ligue nationale. Tu n'avais pas toutes les autres étapes. C'était comme... D'ailleurs, à l'époque, puis moi, je l'ai vécu avec toi, puis même je me souviens des discussions très musclées avec Gilbert Rozon. Moi, j'ai vu que tu faisais un numéro à Juste pour rire, puis tu avais quasiment une carrière qui commençait. Ça, c'était avant que j'arrive, là. Dans le sens que c'était la génération qui me précédait, là. Oui, puis après ça, je me souviens des galas où le lendemain, le téléphone sonnait zéro, puis tu venais d'animer un gala. C'est malade. Quand même. C'est quand même pas rien. Non. C'est pas genre, oh mon Dieu, t'aurais dû, quelle perte de temps, ça n'a rien à voir. Mais parce qu'à un moment donné, tu peux inclure plusieurs clous avant que le clou rentre. Mais c'est quand même spectaculaire de voir que cette influence-là... Qui ne reviendra pas, soit dit en passant. Les galas vont...
Les galas d'humour, je ne parle pas des galas de remise de prix, quoique ça va pas si bien que ça. Là, cette année, ils ont scoré 800 000. Et les années que j'animais, on scorait 2,5 millions. Là. Il se passe de quoi? Là, ouais. Puis moi, je l'explique par 2 facteurs. Un, c'est qu'un gala, par définition, c'est un événement. Tu vas voir de quoi que tu ne verras jamais ailleurs. Mais c'est plus ça. Parce que les humoristes, l'industrie de l'humour est coupable de tomber dans le plat de bonbons comme des goinfres. Il y avait dans le temps 5 galas d'humour à Juste pour rire, fait chacun une fois. Ça a fini, les dernières années que j'animais, il y avait 8 galas, fait chacun 2, 3, 4 fois. Tu es rendu à 25 galas, plus ceux de Comédia, plus tous les galas qui se font dans les week-ends, mettons, les levées de fonds, mettons, qui se font au 10-30 ou au Saint-Denis, le gala Humour aveugle, le gala Comédie Star, le gala ci, le gala ça, où tu vois les mêmes humoristes faire les mêmes numéros. Fait on a dilué l'industrie de l'humour et tout le monde est coupable. Les humoristes, leurs agents, les producteurs. Hey, on fait des galas d'humour. Ben oui, là, le monde sont gavés, ils sont plus capables d'en voir parce qu'ils n'ont plus envie de payer 75$ de se taper à la Place des Arts l'été, un samedi soir, alors qu'ils vont voir le même numéro dans un gala dans la salle à côté de chez eux. L'industrie de l'humour a tué son propre bébé, si tu veux. Mais tu sais que c'est le propre de toutes les industries florissantes. Ah, moi, quand j'ai lancé mon classeur, en 2004, dans les 2 années qui ont suivi, là, je pourrais te nommer la liste ça de long de monde qu'on connaissait de la TV qui avait leur site de rencontre. Puis ça a fait 6 mois, des fois, ça a fait 1 an. Ça a fait ça en musique. Rappelle-toi, au départ, les salles de spectacle de chanteurs étaient full à craquer. À un moment donné, à tous les étés, 715 festivals. Ouais. Le gars qui t'a payé 50$, viens donc le voir gratis dans le champ. Oui. Et voilà. Ouais. Fait que revenons aux médias sociaux, c'est intéressant. Toi, tu as joué avec ça, tu t'es embarqué là-dedans. Là. Ben, j'en profite, j'ai appris à dealer avec, parce qu'évidemment, je n'ai pas grandi avec ça, même que ma carrière avait déjà 12 ans lorsque c'est arrivé. Facebook, c'est en 2007. Ouais. J'étais déjà à Midi Morancy à l'époque, je me rappelle. C'est Anne-Marie Wittenshaw, ma chroniqueur média, qui m'avait informé. Il y a une affaire qui s'en vient, Facebook. Je me rappelle, ma première réaction, ça a été, elle m'explique comment ça marche, que tu sais, Puis là, je dis, t'es-tu en train de me dire que les gens que j'ai volontairement sortis de ma vie, ils vont revenir? C'est ça, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Fait que, mais aujourd'hui... D'ailleurs, tu m'as bloqué, j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant. Oui, bon, à un moment donné, ça suffit. Mais lui, je vais le prendre, c'est un kidam. Oui, c'est un kidam. Fait que je m'en sers, je pense intelligemment. J'ai appris à dealer avec, puis je dois avouer, cependant que, tu sais, moi, je suis pas sur Twitter, je n'ai pas ce temps-là à me pogner avec du monde. Je suis sur Instagram, Facebook et TikTok, puis cumulativement, j'ai à peu près 350 000 personnes qui me suivent. C'est énorme. Mettons. Mais 90% de mes publications sont par rapport à ma carrière. Ouais. C'est Non, c'est pas une nouvelle couleur de ton salon. Non. Moi, si ma carrière s'arrête de façon voulue ou involontaire, I'm out. Je comprends. Les réseaux sociaux, là, ciao. OK. Ouais. Puis tu penses que c'est une grosse différence pour les jeunes aujourd'hui comme outil? Parce que c'est un peu ça que tu c'est parce que ça a démocratisé toute l'industrie. Autant nous, on était esclaves qu'une télé ou une radio nous fasse signe « Hey, viens faire une chronique au show de Brathwaite à la radio à C'est quoi? Viens faire un tour à Piment-Fort ou viens faire un numéro Juste pour rire. » Maintenant, ils sont totalement indépendants. Il y a des humoristes ou des artistes, peu importe ce qu'ils font dans la vie, qui n'ont jamais mis les pieds dans une station de télé ou de radio, qui ont 100 000 fans déjà qui les suivent, ils vendent un show, ça se vend de même. C'est une autre raison qui fait que les galas, ça ne fonctionne plus. Les humoristes n'en ont plus de besoin. Ouais. Ils n'ont plus besoin Michel d'y Grenier, aller. ici, tu l'as entendu, je pense que tu as vu l'épisode. Ouais. C'était intéressant. Il disait, quand un gala veut t'avoir, c'est parce que tu n'en as plus besoin. Exact. C'est un peu vrai. T'sais, avec Dom, on se pognait sur... On disait la même affaire parce que lui, il disait, non, c'est pas important. Puis je disais, voyons, t'as plein de monde qui te voit. OK, au début, oui. Ouais. Mais il arrive un temps où... t'étais-tu aux Oliviers? Non, puis je vais le dire, ils m'ont invité à faire un numéro. Il y a eu un gros « Ah, il n'y a pas assez d'humoristes dans cinquantaine », mais moi, ils me l'ont demandé, mais ça ne me tentait pas. Pas parce que je suis fâché ou que les Oliviers, c'est un gars-là que j'ai assumé pleinement. Ça ne me tentait pas. Non, mais tout est dit, là. Bien, tout est dit, voilà. Fait que, puis les humoristes plus jeunes, même plus jeunes que moi, qui ont peut-être moins je peux dire, de followers ou de gens qui les suivent, ils n'ont plus besoin de se faire voir dans un talk show où ils risquent de se planter. Tu sais. Ouais. Ils contrôlent leur environnement, leur affaire. De toute façon, à TV, où est-ce qu'un humoriste peut performer dans ses affaires? C'est pas au 4 juillet, là. Puis maintenant, à l'époque, tu te rappelles, quand Patrick Huard faisait des numéros à Adlib, ça marchait. Ça l'avait mis sur la map. Oui. Littéralement. Martin Matt, pareil. Martin Matt, il allait au show de la Brèche. Oui. Tu sais. Oui.
Aujourd'hui, y a-tu des Mais ils n'ont plus besoin. Il n'y en a plus parce qu'ils n'en ont plus de besoin. Ouais. C'est pas un crime de différence. Fait que c'est ça qui fait que les gars-là, encore une fois, ils ont Sauf que, transition, t'es quand même avec un succès débile à télé. Présentement, tu veux dire? Ouais. Qui n'a pas son équivalent sur le web. Je m'excuse. Non, c'est ça, la télé... Non, mais c'est parce qu'à t'écouter parler, c'est genre... non, je te dis... Moi, je vais être millionnaire avec... Non, c'est pas ça que je dis. Je te dis qu'ils n'en ont plus de besoin pour vivre. Ils n'ont plus besoin d'aller à la TV pour vendre des tickets de show. Je te suis. Cependant, pour exister, on pourrait dire. Voilà. Ouais. Et pour subvenir à leurs besoins et pour dire hey, « je fais ça dans la vie à temps plein Ouais. ». Mais la télé généraliste, dont on annonce la mort depuis 15 ans... Oui, et dont les chiffres montent bien quand même. ...est encore de loin le médium le plus puissant. C'est fou raide. Vas-y, illustre-le, parce que tu es un gars qui a 350 000 followers sur Internet, puis qui a un show à 1 million quelque. 1,5 million. C'est quoi la différence au niveau de... Vas-y, dis-moi la différence. Comment elle est perçue par toi? La différence, c'est que peu importe où je vais, le monde ça peut être une ado de 15 ans, ça peut être un monsieur de 55 ou de 70, ou tu rentres dans le salon des gens, tu sais. Et parce que nous, dans le cas de discussion, on est à la fois à la télé généraliste, puis on est aussi sur l'extra de tout.tv. Fait que là, les gens qui nous écoutent là puis qui ne l'ont pas vu, ben ils peuvent aller sur l'extra, puis les 5 saisons sont là. C'est extra pour vrai ou c'est la même émission? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-tu la même émission sur tout TV? Oui, tout à fait. Okay. C'est les mêmes épisodes. C'est pas des extras. Mon point, c'est que tu profites à la fois de la puissance de la télé généraliste et du web pour ceux qui sont des cable Il y a plein de gens qui n'ont même pas de TV. Et voilà, ça fait que les autres qui ont accès. Voilà. Puis tu le vois, parce que moi, j'en suis témoin. D'ailleurs, j'en parle souvent à radio. Que quand on va souper puis que tu te fais arrêter à date, c'est des doutes de 15 ans. Ouais. C'est comme... Non, mais c'est quand même... Faut dire que je vends de la drogue on the side. Ouais, bon, c'est ça. Je trouve ça totalement bizarre. Le Kidam m'en a demandé tantôt. Ouais. Non, arrête de la drogue. Il est lourd. Mais sérieux, c'est pas une farce. Fait que c'est quand même impressionnant, tu sais, parce que souvent, on a un public de notre âge en montant. Oui. Puis là, toi, c'est comme en descendant grave. Puis ça, tu le vois pas venir. Tu le sais pas. Tu peux pas t'asseoir et dire « OK, je vais faire de quoi qui rejoint tout le monde. » Tu vas rejoindre personne. Il faut que tu fasses de quoi qui est proche de toi. Tu doutais pas que tu allais plaire aux ados? Jamais. OK. Moi, je pensais que mon show de télé allait plaire aux gens qui ont un environnement familial similaire au mien, qui est à peu près ce que tu as vécu toi aussi. Donc, même affaire. 2 parents restés ensemble toute leur vie. Oui. Le père travaille pourvoyeur, la mère à la maison gère l'ensemble de plusieurs enfants. Voilà. Puis je pensais, OK, moi, je vais... Le monde qui vont cliquer... Tu vas traduire ça. Voilà, je vais traduire ça et ça va plaire aux gens qui ont vécu ça. Man, ça n'a rien à voir. Des divorces, familles éclatées, des gens d'origine ethnique tout à fait variés. Je vais dans des écoles, des fois à Ville-Saint-Laurent, où c'est l'ONU. Je suis le seul blanc dans la classe, moi puis la prof, puis ils écoutent discussion, puis ils sont en secondaire 3, tu sais. Fait qu'ils... C'est clair, hein? T'es les oraliens. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que ça te ramène à... L'essentiel, c'est les rapports humains, dans le sens que le rapport parent-enfant, que tu aies 12 ans ou 97, que tu viennes d'Haïti ou du Québec ou du Bangladesh, c'est à peu près pas mal tout le temps la même affaire. Okay. C'est un rapport qui mélange l'amour, la honte. C'est comme il y a un rapport de force. L'exaspération. Il y a une distance générationnelle qui s'établit, qui fait que tu comprends pas trop, ils te comprennent pas trop. Bref, ce rapport-là est universel. Puis ça, je l'avais pas vu venir. C'est ça mon blind side. Ça a été quoi c'est super cool. Ça a été quoi tes indices de ça au début? C'est quand la première fois que tu as fait « Attends une minute, là, comment ça se fait? Il y a 13 ans, lui. » J'étais la première saison, donc il y a 5 ans, j'étais chez Costco. Puis il y a une petite fille qui vient chez mon panier, puis elle vient proche de moi, puis elle me regarde, là, elle doit avoir 13 ans. Puis elle me regarde là, comme éberluée, comme si j'étais Justin Bieber. Tu sais. Elle est figée. Figée, littéralement. Au point que j'ai pensé qu'elle avait des difficultés psychomotrices. Oui. Elle, c'est ça. C'est son toc. Allô? Ouais. Puis là, sa mère derrière, elle fait, excusez-la, c'est parce qu'elle vous écoute à la TV, puis elle aime bien ça. Tu sais. Là, j'ai fait, oh, OK, ça, j'avais jamais vu que ça. Là. C'est malade. C'est quoi l'intérieur de discussion avec nous? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu veux dire? La mécanique. Il y en a un bout que je connais, mais... tu t'écris un épisode. D'abord, tu l'écris avec qui? Tu l'écris avec quel l'écriture, OK, l'écriture... C'est le gros de la job, c'est l'écriture. Je te dirais, il n'y a pas de détails, tout est important, mais ça part des textes tout le temps. Là, j'écris avec essentiellement, j'ai 2 collabos depuis le départ, c'est Benoît Pelletier et Pierre Prince. Au fil des ans, il y a eu Caroline Allard qui est venue, qui est repartie. Là, c'est Julie Beausoleil qui est rentrée.
Marc-André Viau vient faire un petit tour de temps en temps, un writer plus jeune. Fait que la façon que je fonctionne, moi, je sors tout ce que mettons pour un épisode. Oui. Toutes les intrigues et les histoires dans cet épisode-là, c'est moi qui les sors, puis je vois comment ça va s'interagir. J'envoie ça au writer. On se fait un zoom. On brainstorm sur tout ce que j'ai écrit. Des fois, on peut dire, OK, ça, c'est pas une bonne idée, on va faire ça à la place. Fait que là, brainstorm à peu près 2 heures. Après ça, tout le monde part de son bord, tout le monde écrit pendant 1 semaine. Moi, j'écris de mon bord, ils écrivent de leur bord. Après 1 semaine, je reçois leur stock. Et là, j'ai tout mon stock, tout leur stock, et là, mon gars, c'est une mosaïque, parce que tout le monde écrit sur tout. La différence, c'est qu'eux ne se soucient pas de comment ça finit, comment ça commence. Eux autres, ils écrivent des dialogues sur ces thèmes-là. Puis moi, je reçois ça, puis à un moment donné, c'est un clusterfuck, mon gars. Chaque épisode, il y a un bout de temps, je fais « Ah, ça ne marchera pas. » Pas vrai? C'est trop compliqué, ça, c'est trop... Physiquement, comment tu travailles ça? Physiquement, là, dans la vraie vie, là. Assis. Oui, OK, déjà, mais non, mais c'est... genre, je me souviens de Luc Plamondon qui écrivait des chansons tout le temps, écrit à la main, papier... Ah, OK. Ah, OK, c'est précis. Oui, carrément. Je te dirais les deux. Moi, je suis... Quand je sais où je m'en vais, je suis à l'ordinateur. Quand je ne sais pas où je m'en vais, je suis à la main. Parce que le curseur, il me gosse. C'est comme s'il me disait, tu n'as pas d'idée. On l'a appris au spécial du gérant. Oui, non, c'est ça. Ouais, c'est pas loin de la psychiatrie. Là. Non, mais sérieux, là? Oui. Puis j'aime ça, j'aime encore, tu sais, quand il y a un bureau en gros, pour là, je vais aller tantôt m'acheter, j'aime ça d'acheter des legal pads, tu sais, les pads jaunes avec des lignes, j'écris là-dessus. Okay. Fait que j'aime ça quand je sais pas où je m'en vais, puis des fois, je fais des dessins, puis là, j'ai l'esprit qui va à 3-4 places en même temps, puis avec un ordi, je sens que c'est comme plus carré. Là, c'est quand je sais, OK, là, j'écris une scène, il arrive ça dans tel lieu, tu sais. Fait que je commence toujours sur à la main, pour les idées générales. Mais quand tu reçois ça, des documents Word par email. Oui, exact. Et tu les disposes comment? Tu les lis puis tu les gardes dans ta tête? Non, j'y vais par thème. Mettons, tout le monde a écrit sur une scène, c'est un podcast François avec Marc Boilard. Fait que là, je vais prendre tout ce que Pierre a écrit, tout ce que Ben, tout ce que Julie a écrit, puis tout ce que moi j'ai écrit. Puis là, je fais un document avec ça. Puis là, je fais OK, il faut que je fasse une histoire avec ça. Je n'ai-tu une scène là avec ça? Je n'ai-tu 3? Je n'ai-tu 5? Dans ta tête, là, à ce moment-là? Dans ma tête. Oh, oui, je suis tout dans ma tête. Je suis très dans ma tête. Je suis dans ma tête présentement. Et puis, fait que là, je fais un ordre avec ça. Puis, au début, c'est extrêmement mêlant parce que les autres, ils écrivent, ils ont chacun leur angle. Même s'ils parlent des mêmes personnages et de la même situation, il y en a qui va là, l'autre va là. Ben, ça dépend laquelle qui est plus intéressante, les deux, ou moi, mon idée à moi. Ou ça peut te donner juste carrément une troisième idée. Une troisième idée, exactement. Donc, chaque scénario est différent. Puis au début, je paniquais parce que je faisais l'erreur de dire, OK, il faut que mon épisode soit tout clair dans ma tête avant de commencer à l'écrire complètement, ce qui est une grave erreur. Ah. Quand tu as un gros problème, commence par régler un petit problème. Fait que là, j'écris une scène. Là, au lieu de faire, c'est où? Je sais c'est quoi. OK, je vais écrire celle-là. Peu importe, elle va amener où? On verra. OK. Celle-là, elle marche, je le sais. De là, je vais aller où? Avant, il pourrait arriver ça. OK, je vais écrire celle-là. Puis là, tu règles un petit problème à la fois, puis à la fin, tu as réglé un gros problème. T'sais. En tout cas, il y en a peut-être des auteurs qui font totalement le chemin inverse. Non, mais il y a des méthodes. C'est pas un one-size-fits-all. C'est pas comme du droit là, dans le juge. Exact. Mais moi, ce qui marche pour moi, c'est d'y aller une scène à la fois. Parce qu'il y a toujours un moment où, si ça ne marche pas créativement, ce qui ne marche pas, c'est que ça va coûter trop cher. On est au Québec, là. On ne peut pas avoir 800 figurants, puis une chorale, puis des majorettes. Ça ne marche pas, là, tu sais. C'est ton grand fantasme, là. J'ai une scène de majorette. Oui. Un jour, on l'avoir. Exactement. C'est sûr. Hein? Ça s'en vient bien. Oui, j'ai moyen, là. Mais, OK. Puis, par rapport à ta méthode d'écriture, quand tu envoies ça, tu envoies ça à qui? As-tu besoin d'une approbation? Oui, plusieurs. En fait, moi, ça, c'est une grosse question qui revient souvent de la part des gens qui sont... Parce que le réseau doit lire les épisodes, évidemment, avant de les approuver. Oui, ils ne regardent pas en même temps que... Non. Ils lisent, puis il y a des lecteurs. Il y a des gens dont c'est la job. C'est un lecteur, puis lui, il est attitré à 2, 3, 4, 5 séries différentes. Fait que moi, il s'appelle Mario Deschamps. C'est à lui que j'envoie mon stock. Puis lui, il y a un patron qui s'appelle André Béraud qui supervise ce que Mario va faire. Mais avant d'arriver à eux autres, parce que ça stresse beaucoup le monde de savoir, OK, comment tu réagis quand ils disent « Hey, telle affaire, on n'aime pas ça. Je dis toujours, moi, là, je suis un humoriste. Je suis habitué au refus. Ah oui? Je suis habitué d'écrire de quoi, je vais le roder, puis ça ne marche pas. Hey, c'est hot, ça. Leur commentaire ne peut pas être plus tough qu'une foule qui ne rit pas au bordel. Ça ne peut pas être plus tough que ça. Fait qu'en partant, c'est vrai que le poète, lui...
Puis je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit mon premier livre, l'éditeur m'a attitré à une correctrice qui check évidemment l'orthographe, la syntaxe, mais aussi dont le travail est de te challenger, te dire « Hey, ça, c'est une longueur, ça, tu développes ça. » Puis elle s'appelle Élise André-Héroux, elle est merveilleuse, je la salue. Première discussion qu'on a, j'envoie comme la moitié de mon livre. Puis elle me dit comme juste des petites erreurs. Puis là, je dis, mais as-tu d'autres choses à me dire? As-tu des remarques, des propositions? Elle dit, tu veux que je te dise ça? Ben, j'ai dit, oui. Elle dit, ça fait 15 ans que je fais ça. Aucun auteur de livre m'a demandé ça. C'est extraordinaire. Si je les challenge, je me fais insulter. Voilà. Ben, tu viendras c'est pas de tes affaires. Je dis, non. Je dis, moi, je veux que mon projet soit meilleur. Tu as des idées, si j'aime pas, ben, je ne les prendrai pas. Mais c'est le propre de l'humour. Mais c'est quoi, je l'avais jamais formulé de même. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est le propre de l'humour, puis c'est à cause de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire un chanteur rode pas sa toune. Un peintre ne va pas roder pour se faire dire par le public, mais plus de bleu! Ouais, c'est ça. Oui. Picasso, ça marche il a eu pas. une phase bleue, il s'est fait dire rouge, je t'en vendrais plus. C'est pour ça que l'humour marche autant. Je l'ai toujours dit, c'est l'art le plus démocratique qui soit. Oui. Personne ne tient compte autant que nous du feedback des gens. Voilà. Personne. Non. Fait que bref, moi, je veux me faire... Toi, tu prétends que tout le monde est formé en humour pour ça. Ben, si tu ne l'es pas, non, mais je vais te dire plus que ça. Tu sais que moi, quand j'ai fait la radio avec Éric Duhem pendant 1 an, il n'en revenait pas de mon autodérision. Il n'en revenait pas. Écoute, le slogan que je m'étais trouvé, c'était « c'est zéro comme dans Boilard ». C'est toi qui l'as sorti, ça. Complètement. Okay. Puis il reprenait ça souvent. Puis là, même que son recherchiste, à un moment donné, en meeting, avait fait « Là, je veux dire, Éric, c'est pas bien fin, puis tout. » Puis je riais. Puis le monde écrivait ça, textait, quand il était pas... Parce que d'autres, on débattait beaucoup. Quand il textait, c'était zéro comme dans Boilard. Puis il m'avait dit, man, il dit, moi, j'arrive de la politique. Il dit, tout le monde est tellement... non, mais c'est pas juste le propre des... Je vais dire, c'est quoi l'autre catégorie? Je suis content d'en parler, là. En numéro 1 de susceptibilité, c'est les journalistes. Totalement d'accord. Ils sont extraordinaires. Ils sauvent toutes des vies, ils volent dans les airs. Puis non, mais c'est quand même... en fait, c'est très risqué de les challenger. C'est comme à moins que tu le fasses, la démocratie. À moins que tu le fasses sur une base personnelle. Mettons que tu as un grief, tu l'appelles ou tu écris « Hey, je trouve que telle affaire. Mais si tu y vas publiquement, genre, you're dead. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de ta théorie. Moi, je l'achète tout de suite. C'est-à-dire, je l'ai vécu, je l'ai vu. Mais en même temps, d'où ça vient, c'est vrai que c'est cette espèce de formation-là, dès le départ, de dire « Je t'habitue à roder. » Du feedback. Mais je veux mettre un bémol là-dessus. 2 têtes valent mieux qu'une. Mais c'est pas vrai que 14 têtes valent mieux. À un moment donné, il y a une limite de monde que tu peux consulter. Moi, j'ai perdu un client de publicité. Puis je vais te dire, quand je l'ai perdu, j'ai su que j'allais le perdre. Quand elle a commencé à dire « Hey, je fais lire tes textes à mes vendeurs. C'était terminé. Sais-tu qu'est-ce qu'elle enlevait? Les meilleurs bouts. Tout ce qui était croustillant, Faisons un parallèle sur le rodage de show d'humour. Mettons, tu rodes, puis tu écoutes la réaction de la foule dans son ensemble, puis tu fais tes décisions en fonction des rires ou des non-rires. Mais ça ne marcherait pas d'attendre le monde après et dire « OK, toi, la joke 1, là, tu épouvantable. Ah non, ben, je l'enlève. Épouvantable. Toi, la joke 2, semi. Ça n'a pas de sens. Non, tu as raison. Mais c'est pourquoi exactement ça n'a pas de sens? Moi, j'ai même traité de ça dans un livre. Ça n'a pas de sens parce que quand tu demandes l'avis de quelqu'un, il se met un autre chapeau. Il se met un chapeau d'expert. Puis il répond souvent pour les autres. Et il se sent obligé de trouver ce qui ne marche pas. Voilà. Des fois, ça marche. Des fois, oui. Des fois, le number, il est bon. Des fois, la scène, l'épisode. Fait que pour revenir à ce que tu disais, moi, j'écris l'épisode d'une version 1. Quand t'es à mon goût, je l'envoie à Pierre Prince. Lui, il passe dedans, puis il me dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, puis il fait des ajouts. Là, je fais une autre version. J'envoie ça à Ben Pelletier. Même affaire. Tu refais une ronde. Je refais une ronde individuelle. One-on-one. Une fois que c'est super bon. Une fois que c'est ça, ben, je l'envoie à mon producteur qui fait la même affaire. Il me donne ses feedbacks. Je l'envoie au réalisateur. Après, je l'envoie à Radcan. Fait que la version qu'ils ont, c'est pas une V1, c'est une V8. Oui. Il y a beaucoup de monde qui connaissent ça. Elle a été challengée. Là, fait que elle n'est peut-être pas parfaite, mais les erreurs majeures, on n'aura pas bien. Puis quand tu arrives au tournage, comment ça se déroule? Parce que moi, la vraie question précise, pour vrai, puis je me souviens pas de te l'avoir posée dans la vraie vie, c'est quel lien que tu as avec le réalisateur qui dit « Bon, c'est moi le chef sur le plateau, mais c'est toujours bien François Morancy qui l'a écrit. » Lui... C'est quoi cette espèce de... Ça peut être touché parce que ça dépend des individus. Tu as des réalisateurs, tout comme tu as des auteurs qui n'aiment pas être challengés puis qui veulent être l'autorité suprême, no matter what, qui veulent toujours avoir raison. Okay. Or, en comédie, drôle de hasard, les réalisateurs ne sont pas de même. Ils comprennent que c'est de la comédie. Fait que moi, le réal, Pascal, là, cette année, on change, Pascal s'en va, mais pendant 5 ans, c'était Pascal Lheureux, qui avait fait Les Pêcheurs aussi, entre autres. Lui, là, d'avoir l'auteur, il trippe au bout. Parce que quand il y a un doute, il dit « Hey, François, telle affaire, c'était ça? » Oui.
Puis si moi, mettons, je le vois donner des directives aux acteurs, puis qu'ils les envoient, à mon avis, à la mauvaise place, jamais je le challenge devant tout le monde. Parce que, comme tu le dis, sur le plateau, je veux respecter son autorité. Okay. Parce que si moi, je le challenge, tout le monde va le challenger. Mais je vais aller prendre. Hey. Fait que toi, sur un plateau de discussion avec mes parents, tout le monde sait que le boss, ultimement... C'est le réel. OK. Il n'y a pas d'affaire comme dans un bureau, on va aller voir le gérant. Non, là. non. OK. Des fois, ils viennent me voir parce qu'ils ont des propositions. Ouais. Hey, j'aimerais ça le dire ça de même. Fais-la donc voir. Tu as raison, fais-la de même. Okay. Moi, la meilleure idée l'emporte. Qu'elle vienne de toi, lui, le chien, je m'en fous. Il faut que ça soit bon. Mais c'est ça, c'est parce que ça. Fait qu'il n'y a pas de combat. Non. Puis c'est pas toi le boss ultime. Non, mais ça pourrait être qu'il n'y a pas de combat parce que anyway, c'est moi le chef. Non. Parce que quand on va en montage, ça, c'est l'autre étape, c'est qu'une fois que tout est filmé, le réal, il y a une monteuse, puis les autres, ils font une première version de l'épisode. Moi, je n'ai rien vu à date, ni le producteur. Et là, on va en salle de montage, on est 4. La monteuse, le réal, moi, puis le producteur. Et là, on écoute leur version 1, que eux, ça fait 700 fois qu'ils la voient. Ils ne voient plus clair, ils ne savent plus qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Nous, on a un regard nouveau. Puis là, on écoute. Puis là, on fait nos notes. OK, telle affaire, on enlève tout ça, ouais, ça, essaye ça, nanana. Puis après, on l'envoie à Radcan. T'sais. Puis à chaque fois, la meilleure idée l'emporte. Moi, il y a des gags, je les ai écrits. Des fois, c'est moi qui les ai joués, puis je l'aime pas. Je dis, hey, c'est pas bon, ça, enlève ça. Tu sais, puis tout le monde, même le réal, des fois, il fait, mettons, une tentative d'effets spéciaux, je sais pas quoi, puis on fait, hey, bud, ça marche pas. Ah non, ça marche pas, ah, OK. Il prend pas ça personnel. Non, je te suis. Mais aussi, c'est parce que tu travailles tout avec des professionnels de leur domaine. Parce que l'ego à fleur de peau, c'est souvent le cas de quelqu'un qui n'est pas si bon que ça. Ben, qui est très insécure. Mais il y a du monde bon qui sont profondément insécures aussi. Il y a du monde qui sont très talentueux. Puis qui... Mais pas sur ce projet-là. Ben, je te dirais pas en comédie. OK. Parce que dans d'autres affaires. La nature de la... OK, c'est bon. Ils nous interrompent tout le temps. Ouais, c'est l'enfer. À un moment donné, les stagiaires, ça suffit. Je m'excuse. Prendre du vrai monde. Prochain coup, on va faire les deux jobs. Il y a plein de monde qui crève de faim. Fait que, mais OK, alors dans 5 minutes, les dernières 5 minutes, as-tu un sujet particulier que tu aimerais... Ah, mon Dieu, le pudding. Non, j'en ai pas. Non? Je sais pas quoi parce dire. que, écoute, ça a été d'une densité furieuse. Oui, il y a beaucoup de choses. Je veux un rapport écrit de tous demain. Non, mais pour vrai, je te dis pour vrai, je suis ravi. C'est exactement comme je pensais que ça allait... Puis tu sais, j'ai bien fait de ne pas prendre la période qu'on connaît, parce que tu m'as appris plein d'affaires. Tu étais là, fait que c'est pas important. Bah, c'est ça. De toute façon, j'étais très figurant. J'ai fait de l'argent très aisément. À la limite, je dirais pas qui. À la limite gênant. Voilà. Mais, ben non, mais écoute, conclusion. Puis tu sais... Puis tu as raconté une anecdote, je me rappelle, quand Dom Pocket était là. On va finir là-dessus. Non, mais j'ai un rappel. Je vais chanter We Are the World. non, sérieux, on a le temps. Tu as raconté l'anecdote quand on travaillait ensemble que je m'étais fait approcher pour faire une pub pour les croustilles Lay's. Il fallait que j'aille à Toronto prendre une photo, puis ça payait 30 000 $. Ouais. Mais c'était pas juste une photo. Il fallait faire une pub télé aussi. OK. Ouais. Je me souviens pas de je voulais le dire. Oui. C'était pas juste avec clic, j'aime les croustilles. Mais personne t'en a parlé. Puis c'est drôle parce que c'était une campagne nationale. Puis comme non, mais j'ai une autre. T'as pas dit, je suis en comédie, je peux en prendre. T'as pas tout dit. C'est qu'il y avait 2 porte-paroles, un franco puis un anglo. Ah. Qui était l'anglo? Don Cherry. Oui, je me souviens. Le Don Cherry de Hockey Night in Canada. Oui, qui était d'ailleurs avec son gros saut sur le ouais, c'est ça. Puis là, j'arrive là, puis je croise Don Cherry. Qui est bête. C'est quoi le rapport? Là, je fais, qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est parce que, je l'ai compté, c'est que bizarrement, l'agence, ils se sont fait référer un humoriste. Qui joue au hockey. C'est ça, ouais. Pour eux autres, c'était assez. Mais... D'ailleurs, j'ai mon T-shirt des Bulls de Birmingham. Que je connais pas, excuse-moi. Quelle honte, inculture de hockey. Non, mais c'est un genre de AMH, là? Ou... Oui, l'AMH, des Nordiques, Québec. Allô? Pardon. Tab. C'était François Morancy, alors messieurs. On se revoit pour un meilleur épisode la semaine prochaine.